8 juin 2009, dans l'intimité de l'hôpital Quirón à Barcelone, Omar Bongo Ondimba s'éteint à l'âge de 73 ans. La nouvelle rendue publique à 14h30 est un choc pour le Gabon et l'Afrique, qui perdent l'une des figures les plus emblématiques de leur histoire commune. Des obsèques nationales lui sont offertes. L'hommage rendu à l'homme est à la dimension du leader et du doyen. Benjamin d'une famille de 9 enfants, Elhadji Omar Bongo Ondimba voit le jour le lundi 30 décembre 1935 à Léouaï, sur les hauts plateaux Batéké à une trentaine de kilomètres de Franceville, dans le Haut-Ogooué. Issu des ethnies Téké et Obamba, Albert Bernard Bongo, de son état civil à la naissance, perd son géniteur à l'âge de 7 ans. Il a 12 ans lorsque Jeanne et Boris, sa mère, décèdent. Orphelin, il est confié à l'un de ses oncles, fonctionnaire de l'administration coloniale au Congo voisin. C'est dans cette partie de l'Afrique équatoriale française que le natif de Léouaï effectue ses études primaires et secondaires. En 1952, il regagne la capitale de l'AEF. Ses études achevées, Albert Bernard Bongo se présente au concours d'entrée à l'administration des postes, où il est admis. Mais à l'issue de son service militaire dans l'armée française, il choisit de faire ses classes à l'armée de l'air. D'abord à Brazzaville, puis à Bangui et à Fort-Lamy au Tchad. C'est au cours de son service militaire qu'il épouse la jeune Joséphine Kama le 31 octobre 1959. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. À même aucun Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais. Le 17 août 1960, le Gabon accède à l'indépendance. Je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Démobilisé, le jeune Bongo âgé de 25 ans rejoint Libreville et l'administration des postes. 1968, tout juste un an après son arrivée au pouvoir, Omar Bongo décide de fédérer toutes les forces vives et les courants politiques du jeune État au sein d'un grand ensemble, le Parti démocratique gabonais. Numéro 3 du parti à l'époque, le doyen Paul Okumba de Kouategué garde un souvenir impérissable de l'odyssée historique de Koulamouto. Léomba et Paul Ngonjou avaient un parti qu'on appelait le Bloc démocratique, le BDC. Il y a un petit qui a voulu hériter de ça, un certain Mahanga ou quoi, je ne sais pas trop. Il a voulu hériter. Donc lui il dit, mais je veux créer mon parti à moi. Pourquoi est-ce que Jean Hilaire Obama a un parti qui s'appelait l'UDS? René Paul Souzas avait un parti qu'on appelait le Punga. Et moi je veux un parti, je ne veux plus du BDC. Je crée mon propre parti. Qui va s'appeler le PDG, le Parti démocratique gabonais. Un grand parti qui va rassembler tous les Gabonais. Il me dit, on va donc créer ce parti-là. Il a dit, pas Franceville, puisqu'il est de Franceville. On va aller à Koulamouto. Voilà. C'est lui qui dit, on va aller à Koulamouto. Les membres fondateurs, c'est ceux qui étaient à Koulamouto. On était 18. Ils sont tous morts, hein. Moi je suis là. Les autres là sont arrivés. C'est ma carte, hein. Numéro 3. Et ça, c'est la signature d'Albert Bernard. Tous les autres n'ont pas cette signature-là. Au cours des 2 premières décennies, le PDG conforte sa position sur l'ensemble du pays grâce au génie politique de son président fondateur. Le parti, qui fonde sa doctrine sur le triptyque dialogue, tolérance, paix, fait du concept de la rénovation son cheval de bataille pour l'épanouissement du peuple.
La rénovation, c'est cette conscience populaire en marche. La rénovation, c'est la mobilisation de bras et de volontés au service d'un idéal de développement. La rénovation, c'est le grand rassemblement des Gabonais pour travailler loyalement, fraternellement au progrès du pays. L'année 1990 aura une fois de plus mis en exergue tout le génie politique du président Omar Bongo. Le vent de l'Est et sa poussée démocratique qui souffle sur l'Afrique n'épargne pas le Gabon. La conférence nationale souveraine des mois de mars et avril 1990 remet au goût du jour l'ère du multipartisme en République gabonaise. Puis, le 5 décembre 1993 est remporté par le PDG avec plus de 51% de suffrages exprimés. En dépit de la forte adversité entretenue par les candidats de l'opposition, le pouvoir du président Omar Bongo a toujours su se régénérer. Du monopartisme au multipartisme, le président fondateur du PDG s'est adapté à l'ère du temps grâce à une recette dont lui seul avait le secret. En 2002, il parvient à rallier une grande majorité de l'opposition grâce à son arme favorite, le dialogue. 4 de ses principaux opposants, dont Paul Mba Bessol, entrent au gouvernement et rejoignent le camp présidentiel en 2004. 2005, au terme d'une campagne menée tambour battant aux 4 coins du pays, Omar Bongo est réélu à la magistrature suprême avec plus de 79% de suffrages. Ce scrutin confirme l'habileté d'un stratège politique qui, grâce à son génie personnel, a su tenir la barque malgré les tempêtes et les nombreux écueils. Avant sa mort, il dote le pays d'institutions stables. La Cour constitutionnelle en 1991, le Sénat en 1997 apportent leur pierre à la construction de l'édifice démocratique et jouent un rôle capital pour une transition apaisée à sa mort le 8 juin 2009. Né dans les hauts plateaux Batéki, Albert Bernard Bongo garde toute sa vie durant un amour très prononcé pour la nature. Cette passion est à l'origine de l'un des actes les plus marquants de sa longue présidence. En 2002, sous son impulsion, 11% du territoire, soit plus de 30 000 km² et 3 millions d'hectares de forêt sont dédiés à la gestion durable de l'écosystème. Les 13 parcs nationaux du Gabon sont nés. L'annonce faite le 4 septembre 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg se projette déjà dans le futur de la planète. En homme visionnaire, Omar Bongo permet au monde entier de découvrir les riches ressources du Gabon, tout en préservant son héritage pour les générations futures, dans un monde où les étendues sauvages authentiques se font de plus en plus rares. La mise en service du Transgabonais en 1978 met également en exergue le côté visionnaire de l'homme. Le projet est gigantesque. Il est soutenu par la volonté d'un personnage déterminé à désenclaver son pays pour mieux acheminer les richesses naturelles issues de la forêt équatoriale et les mines de manganèse et d'uranium produites dans le Haut-Ogooué. Ne pas oublier d'envoyer à Mac Namara un film complet du Transgabonais en lui disant qu'en définitive nous n'avons pas pactisé avec les diables, mais que nous lui avons montré qu'avec sa banque mondiale, il s'était lourdement trompé et que le Transgabonais a sifflé. Jambe
Existe donc le téléphérique par lequel le minerai était écoulé de la mine de Mwanda vers le Congo. En dépit des fortes réticences des bailleurs de fonds, la voie ferrée longue de 669 km relie aujourd'hui Ovendo et Franceville avec 23 gares ferroviaires. Comme un véritable trait d'union entre les populations, la construction du chemin de fer conforte la vision, le rêve de grandeur d'un jeune leader pour le développement de son pays. Pour la République gabonaise et son jeune président, les années 70 arrivent donc avec la bonne étoile. La presse internationale parle du miracle gabonais pour désigner le choc pétrolier qui inaugure une décennie de prospérité. En leader pragmatique, Albert Bernard Bongo arrime le Gabon à l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Il se lance dans la construction d'infrastructures de grande envergure. La station panafricaine Africa numéro 1 et la compagnie nationale Air Gabon voient le jour. Le réseau routier se développe. Des centrales électriques, la cité du 12 mars et un nouveau palais présidentiel sortent de terre. Au cours de cette même décennie, en 1973, le président se convertit à l'islam et devient El Hadj Omar Bongo, avant d'associer le patronyme de son père Ondimba en novembre 2003. Dès le début de sa présidence, Omar Bongo initie une diplomatie active. En janvier 1968, à peine arrivé au pouvoir, il est reçu à l'Élysée. Sur le chemin du retour, il marque une escale à Abidjan où il rencontre feu président Félix Houphouët-Boigny. Fort de son expérience et de son leadership reconnu à partir des années 80, il s'engage dans une diplomatie active de médiation. Voilà un pays qui n'a qu'un million et demi d'habitants, qui n'est pas le plus riche de l'Afrique, même de l'Afrique centrale, mais qui est devenu, n'est-ce pas, un pôle important de la diplomatie africaine, sinon mondiale, un phare. Le président libère les otages en Angola, le président résout des crises qui se nouent ici et là. Le président est représenté, notre pays est représenté aujourd'hui dans 34 pays dans le monde. Mais notre influence est, je pourrais dire, inversement proportionnelle à notre population. Nous sommes l'un des pays les moins peuplés d'Afrique, même d'Afrique centrale, mais je crois que nous sommes celui dont le drapeau flotte le plus haut grâce au président Bongo. En Angola, au Congo, au Tchad, en Centrafrique et dans l'ex-Zaïre, il se distingue comme un acteur diplomatique de premier plan. Avec le dialogue, son arme fétiche en bandoulière, ses efforts pour la paix et la stabilité sur le continent ne se comptent plus. L'homme, connu pour son soutien à la France, a transformé des décennies durant le Gabon en plaque tournante de la diplomatie en Afrique. Adepte de la palabre à l'africaine, capable de s'exprimer dans les grandes langues vernaculaires de la région, il avait acquis d'Houphouët-Boigny son mentor, l'art du compromis pour régler les conflits. Le 14 février 1991, après 10 000 jours et 10 000 nuits de captivité sous le régime de l'apartheid, Nelson Mandela, le plus célèbre prisonnier du monde, réserve sa première visite d'homme libre à l'étranger à la République gabonaise et son président. Un moment inoubliable pour l'intransigeant combattant de la liberté venu remercier l'un des principaux soutiens de l'ANC durant ces longues années de prison. Went through the same struggle in which we have now embarked. Je suis sincèrement honoré de ma visite ici au Gabon et surtout pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé depuis mon arrivée, ainsi qu'aux membres de ma délégation. Je veux dire que les quelques heures passées ici au Gabon sont des heures inoubliables pour nous.
Avec l'ancienne puissance coloniale, l'autocrate mène une diplomatie pragmatique. Avec De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac et Sarkozy qu'il a fréquenté à l'Élysée, il a su rester en phase et s'adapter aux nécessités du temps. Omar Bongo avait une maîtrise hors pair des règles du jeu politico-diplomatique avec l'ancien colon français. Homme de réseau, il parvient à installer en gras sur la carte du monde le Gabon et son territoire de 267 667 km². Omar Bongo a également tissé des liens avec les plus grands leaders du monde. Le roi Hassan II du Maroc, Muammar Kadhafi le guide libyen, Mao Tse-tung de Chine ou encore le roi d'Espagne Juan Carlos. La liste est interminable. En 2008, juste avant sa mort, contre vents et marées, il parvient à imposer son compatriote Jean Ping à la tête de la Commission de l'Union africaine. Durant ses 42 ans de présidence, Omar Bongo Ondimba aura été marié civilement 2 fois, avec Marie-Joséphine Kama en 1959 et Edith Sassou Nguesso en août 1990. De son existence, l'on retiendra l'amour du prochain et la grande générosité qui caractérisait cet homme épris de paix, adepte du dialogue et de la tolérance. Un legs aujourd'hui essentiel à l'épanouissement du Gabon et des futures générations.